à tous et bienvenue à cette émission. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui pour l'émission cette semaine dans d'autres. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, lors d'une conférence de presse du 21 juin, Mme Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, et Mme Suzanne Nantel, qui est mairesse de Berthierville, ont fait une annonce concernant la construction d'infrastructures routières à Berthierville. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, est venu nous parler du programme de contribution pour la sécurité nautique et de la motion qui a été adoptée en majorité, affirmant que le Québec est une nation française. Le Musée d'art de Joliette a lancé sa saison estivale par le biais d'un vernissage pique-nique. Nous avons parlé à Julie Armstrong-Boileau, qui est responsable des communications et du marketing. Lors d'une conférence de presse le 22 juin, François Legault, premier ministre, a annoncé que tout le Québec passera en zone verte à partir du 28 juin, dont la région de Lanaudière. Le Festival de Lanaudière a annoncé sa programmation pour cet été. Nous avons donc rencontré Renaud Loranger, directeur artistique du festival, pour en discuter davantage. Pour les festivités de la Fête nationale à Saint-Ignace de Loyola, nous avions parlé avec Louis-Vincent Barthes. Il nous parle également des autres activités estivales. Sophie Lorrain, auteure du roman En route vers Nowhere, vendu à plus de 10 000 exemplaires, vient tout juste de sortir un deuxième roman nommé Fausse route. On termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous. Bonjour tout le monde, Madame la mairesse. Chère Suzanne, grand plaisir de vous retrouver en présentiel aujourd'hui. Vous êtes, Madame la mairesse, une des premières sorties de la députée en présentiel depuis un retour un peu plus à la normale. Belle annonce aujourd'hui de la reconstruction du pont de la rue Montcalm au-dessus de la rivière Bayonne. Il était plus que temps que le chantier tant attendu par la population et la municipalité aille finalement de l'avant. Il y a eu un certain nombre d'options originales pour la reconstruction du pont qui ont été envisagées. Toutefois, une analyse géotechnique approfondie au cours des derniers mois et des dernières années, ça a permis de mettre en lumière certains enjeux qui ont été décelés ici. Ça a donc mené à l'abandon du concept d'un pont couvert en bois qui avait été retenu, un changement de programme qui a entraîné évidemment une révision complète de l'échéancier du ministère des Transports du Québec. C'est donc finalement un pont de type conventionnel qui sera reconstruit afin de répondre plus adéquatement aux caractéristiques de notre sol ici à Berthier, un projet qui va nécessiter un investissement entre 1 et 5 millions de dollars qui va être parachevé en 2022. C'est le lien ainsi recréé qui va permettre de redynamiser les secteurs avoisinants qui ont été évidemment affectés par la fermeture de l'ancien pont. Il y a de nombreux citoyens, Madame la mairesse, je suis convaincue qu'ils en ont témoigné à votre bureau, qui vont enfin retrouver une certaine quiétude puisque les usagers circulent dans les rues résidentielles pour aller emprunter la route 138, dont, évidemment, particulièrement la circulation de camions lourds qui n'auront plus à passer dans les rues résidentielles de Berthierville. Un nouveau pont, donc, qui va régler le problème des services d'urgence dans le secteur, puisqu'un détour ne sera plus nécessaire. La municipalité de Berthierville va également pouvoir mettre en valeur cette belle partie du territoire du Québec qui est entre autres dévouée au développement résidentiel. Je vais mettre mon chapeau de ministre du Tourisme et moi, je suis vraiment ravie que les visiteurs vont pouvoir aisément accéder au cœur de cette magnifique ville qui est fondée il y a plus de 300 ans. Ça va permettre de contribuer à l'activité économique, à l'activité touristique de notre région, qu'on pense aux îles de Berthier, au musée Gilles Villeneuve, sans compter évidemment les nombreux circuits patrimoniaux et pédestres dans la municipalité. L'ouverture du pont va ramener un certain achalandage dans le centre-ville puisqu'il y a plusieurs cyclistes qui voudront emprunter le chemin de Montcalm en admirant les splendides paysages de la région.
Après plus de 12 ans, il était grandement temps de redonner le pont de la rue de Montcalm aux Berthollet et aux Berthollaises. C'est également une excellente idée d'offrir la possibilité aux Québécois de traverser Berthierville par la route touristique d'origine, le chemin du Roi, pour se rendre à Montréal, pour se rendre à Québec, le long de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis très, très fière de faire partie d'un gouvernement qui démontre que d'investir massivement dans le maintien, dans l'amélioration de l'état des routes et des structures de la Naudière, et c'est une priorité pour le gouvernement du Québec. D'ailleurs, au total, dans la Naudière, les projets de cette nature vont totaliser près de 161 millions de dollars au cours des 2 prochaines années. Comme je le mentionnais lors du dévoilement des investissements routiers 2021-2023, en avril dernier, il s'agit là d'une véritable bouffée d'air frais pour la population, toute la population de la Naudière. Surtout dans le contexte actuel où on a plus que jamais besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets va améliorer concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements non seulement sécuritaires, mais des déplacements efficaces sur l'ensemble de notre réseau. Je remercie infiniment de l'accueil des médias et de la mairesse pour cette belle annonce dans la municipalité de Berthierville. Merci à tous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse visant à lancer le chantier de reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Ce pont, fermé à la circulation pour des raisons de sécurité en 2008, a fait l'objet de nombreuses interventions de la Ville auprès du ministère des Transports pour sa reconstruction. L'an prochain, 13 ans plus tard, il reprendra sa place d'origine. Comme quoi, la mauvaise réputation sur la superstition du chiffre 13 a plutôt une bonne incidence pour nous. À ceux qui douteraient encore de ce projet, la présence aujourd'hui de Mme Caroline Proulx confirme l'assurance du gouvernement à procéder à sa réalisation. Vous savez, à la base, la définition d'un pont se veut une construction qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel en passant par-dessus. Pour les citoyens de notre communauté, ce pont signifie beaucoup plus. Cette infrastructure représente l'un des importants axes routiers à l'entrée est de la ville, évitant ainsi un détour autant aux services d'urgence qu'aux résidents actuels et futurs de ce secteur, aux visiteurs et aux cyclistes. De plus, la continuité du chemin du Roi et de la route verte, ainsi que l'accès au centre-ville étaient des enjeux pour notre développement touristique et économique. L'engagement de la reconstruction du pont de la rivière Bayonne se veut une nouvelle très attendue et très appréciée par la population bertholaise. D'autant plus que son ouverture, prévue en 2022, coïncidera avec les célébrations du 350e anniversaire de notre ville. Alors, au nom de toute la population, je tiens donc à remercier Mme Caroline Proulx pour son écoute et son support à la concrétisation de cet ouvrage. Alors, merci de votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Pouvez-vous me parler du programme de contribution pour la sécurité nautique? Oui, en fait, c'est un programme lancé par le gouvernement fédéral qui rend des subventions disponibles aux municipalités qui désirent lancer un programme visant à augmenter la sécurité sur les plans d'eau. On a plusieurs municipalités dans la circonscription qui ont des plans d'eau, que ce soit les municipalités riveraines du fleuve avec plusieurs rivières ou même les municipalités plus au nord avec des lacs. Et ces sommes-là, c'est notre argent, c'est nos taxes. Donc, j'essaie d'en faire la promotion pour que nos municipalités puissent en profiter. On a plusieurs municipalités qui ont des enjeux là, avec l'eau. Alors, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous rementionner ma pétition sur l'érosion des berges. Alors, j'aimerais que les gens qui nous écoutent se rendent sur Internet pour signer la pétition. On a déjà le nombre de signatures requises pour pouvoir présenter cette pétition-là au mois d'août. Donc, dès la reprise des travaux parlementaires, ça sera fait. S'il n'y a pas d'élection, bien sûr, on est toujours là-dedans. Mais plus il y a de noms,
sur une pétition, plus elle est représentative et plus elle est significative, et plus elle donne du poids à celui qui la porte. Et éventuellement, c'est d'amener le fédéral à assumer ses responsabilités en ce qui regarde l'érosion des berges sur le bord de la voie maritime. Il y a eu aussi la motion du Bloc québécois qui a été adoptée à majorité et qui affirme que le Québec est une nation française. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi ça? Oui, en fait, c'est le gouvernement du Québec qui a décidé de modifier unilatéralement. C'est un peu ironique parce que c'est une constitution, on s'en souviendra, en 1982, qui a été rapatriée unilatéralement et que le Québec n'a jamais signé. Mais on vit avec depuis 88 ans. La Cour suprême a décidé que c'était bon, et ainsi de suite. Nous, évidemment, on a toujours dénoncé ça. Mais là, le gouvernement du Québec a décidé d'inscrire dans sa partie de la Constitution. Depuis 1867, il y a une section de la Constitution qui appartient à chacune des provinces, à chacun des territoires. Donc, le Québec a sa section. Il a décidé d'y inscrire que le Québec est une nation francophone qui a comme seule langue officielle le français, ce qui est souvent contesté par le gouvernement fédéral. Et nous, on pense qu'on évalue que c'est une habile manœuvre, puis ça va donner plus de légitimité, et surtout, ça va enlever de la légitimité à tout groupe qui voudrait vouloir venir contester cette loi-là ultérieurement, et surtout à tout groupe qui serait financé par le fédéral. C'est souvent ça le problème. On a un gouvernement national qui nous représente pour vrai, qui vote des lois pour nous, puis on a un autre gouvernement qui est contrôlé par une autre nation, qui, avec l'argent de nos taxes, vient contester nos lois. On a vu ça plusieurs fois dans l'histoire. Donc, c'est dans cette optique-là que nous, suite aux déclarations de Mamour des chefs des partis pan-canadiens, donc tout le monde, au lendemain de la manœuvre de Québec, on dit, ben oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais ça, on a déjà vu ça dans l'histoire aussi. Et on est avant une élection. Donc, les chefs fédéraux ne peuvent pas déclarer au Québec. Mais après une élection, ces gens-là pourraient décider qu'ils financent encore des groupes qui veulent contester la loi. Je vous donnerai l'exemple très récent, la loi 21 sur la laïcité au Québec. En tout début de mandat, là, avant la pandémie, on avait réussi à bloquer un financement qui était donné à la Commission scolaire English-Montréal pour contester la loi devant les tribunaux, ce qui est complètement loufoque. Qu'on paye avec nos impôts, viennent contester nos lois qu'on a votées avec les gens qui sont élus, qui nous représentent. Là. J'ai bien de la misère à pas pogner l'air quand je parle de ça. Donc, c'est beau les paroles, mais nous, on voulait du concret. Fait qu'on a présenté une motion à la Chambre des communes. Et une motion unanime, pour que ce soit accepté, il faut que personne dise non, dans le fond. Il faut que les 338 députés soient d'accord. Et au moment où on a proposé la motion, la députée dépendante de Colombie-Britannique, Jody Wilson-Raybould, a dit non. Donc, ça n'a pas passé. Nous, on n'en est pas resté là. On a fait une journée d'opposition là-dessus. Et on a présenté une motion. Et là, ça avait l'avantage de forcer un vote par appel nominal. Donc, tous les députés ont dû se prononcer. Et il y a eu 281 votes en faveur, 2 votes contre. Jody Wilson-Raybould et je crois que c'est Derek Sloan, un autre député indépendant, ancien conservateur. Des numéros dans le fond, là, mais globalement, la très grande majorité des députés fédéraux a accepté cette idée-là et se sont prononcés pour. Donc, venez pas dans 6 mois financer des groupes pour contester cette loi-là. On a voté à la Chambre des communes que la Chambre des communes reconnaissait le geste du gouvernement du Québec. C'est toujours ça l'enjeu, c'est toujours ça, c'est ça notre rôle. Nous, on représente les Québécoises, les Québécois dans le Parlement canadien, on défend leurs intérêts. Donc, on a réussi à passer ça, on est bien contents. Ce qui est assez ironique, puis je sais que ça fait longtemps que je parle, mais j'aimerais quand même vous spécifier qu'il y a, je crois, c'est 9 députés libéraux de la région de Montréal qui se sont abstenus lors du vote. Donc, ils ne reconnaissent pas ça. Et évidemment, probablement qu'il y avait une ligne de parti pour ne pas voter contre la motion, donc ces gens-là se sont abstenus. Moi, j'invite les électrices de la région de Montréal, et même Longueuil, la députée de Longueuil, Charles-Lemoine, s'est abstenue. C'est pas un secteur anglophone, ça, là. À regarder qu'est-ce que leurs députés ont fait, puis à faire leur choix lors de la prochaine élection, là. Si vous avez un député fédéral qui ne reconnaît pas que la langue du Québec, c'est le français, dois-je rajouter quelque chose? Voilà. On est dans un pays avec 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et quand on essaie de cheminer le français davantage, par exemple, quand on a présenté un projet de loi à la Chambre des communes demandant à ce que quelqu'un qui demande la citoyenneté sur le territoire du Québec
doivent démontrer une connaissance minimale du français. Ça c'est refusé par le gouvernement fédéral. On dit non, quelqu'un qui est complètement unilingue anglophone qui demande la citoyenneté sur le territoire du Québec, c'est bien correct, mais sauf qu'au Québec, c'est en français qu'on parle. C'est aller là, c'est pas la seule incongruité, mais c'est une des grandes difficultés de cette fédération-là qui fait qu'on serait bien mieux si on était sorti de cette fédération-là, puis on faisait un partenariat d'égal à égal avec les Canadiens. Un jour, quand le Québec est indépendant, là, on n'arrêtera pas de parler au Canada, puis on n'arrêtera pas de faire des choses avec le Canada. Puis on aura des choses en commun, mais on décidera, puis on sera respecté pour ce qu'on est. Là, on n'est pas d'égal à égal, puis on se fait dicter notre conduite. Alors, le fait que Québec inscrive ça évite, par exemple, que quand on va moderniser la loi 101, parce que ça fait partie de la loi 96, là, qui modernise la loi 101. Donc, vous vous rappelez que la loi 101, quand ça a été voté en 77, c'était affichage unilingue anglophone. Ça a été contesté devant les tribunaux, puis finalement, les droits de la personne, ben là, ça va être avec prédominance du français. La loi 101 a été contestée, je n'ai pas le chiffre en tête, là, mais plus d'une dizaine de fois en cours. Elle a été modifiée plus d'une dizaine de fois et ramollie plus d'une dizaine de fois. Puis là, on se retrouve une trentaine d'années plus tard, puis on dit, c'est-tu plate, le français perd du terrain? Ben oui, on se fait détruire nos lois par le fédéral puis par le système canadien. Encore une fois, il faut que je fasse attention de ne pas pogner l'air, mais c'est parce qu'il y a des choses qui me choquent depuis longtemps là-dedans. Et c'est pour ça que ce geste-là, c'est beaucoup plus que significatif, là. Ça va donner une légitimité légale, ça risque d'avoir une influence importante si jamais il y a des contestations devant les tribunaux. Parce que là, c'est inscrit dans la loi constitutionnelle. Voyez-vous la nuance? On est en train de faire venir la session parlementaire, mais on siège jusqu'à minuit, 1h du matin, des fois plus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas avancé des dossiers. Mais ils se rendent compte de ça au moment où le gouvernement, pendant toute la dernière année, a mal géré son horaire, puis ne nous proposait pas ses projets de loi. Il arrive, il nous propose son projet de loi en panique, et tout d'un coup, ça presse, puis il veut voter un baillon pour qu'on fasse un débat de 4 heures seulement. C'est l'ironie du système politique dans lequel on est. De l'autre côté, le Parti conservateur qui lui dénonce que les libéraux ont perdu du temps, qui font de l'obstruction pour pas que les projets de loi avancent. Par exemple, l'autre fois, là, c'était surréaliste. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis un nouveau député, puis j'ai pas l'intention de m'habituer à ce genre d'ineptie, puis ce genre de choses ridicules où tu as à peu près 25 députés debout qui disent « point of order » toute la gang pour ralentir le débat et pour bouffer le temps, pour pas qu'on puisse voter, entre autres, le budget. Pour pas qu'on puisse voter la loi sur l'aide médicale à mourir, pour pas qu'on puisse voter la loi qui interdit les thérapies de conversion, pour pas qu'on puisse voter C10, la loi sur la radiodiffusion. Puis ça, c'est grave parce que à chaque semaine qui s'écoule, quand on n'a pas voté cette loi-là, c'est 50 à 70 millions de dollars que l'industrie culturelle québécoise perd. C'est ça qui se passe. Malheureusement, les gens ne le savent pas assez. On ne diffuse pas assez ce genre d'informations-là, mais c'est important. C'est important qu'on le dise, que les gens soient conscients, surtout à la veille d'une élection, parce que ça a l'air qu'on s'en va en élection au double. Nous autres, on est tout le temps prêts, il n'y a pas de problème, mais j'espère que non, parce qu'on a un paquet de projets de loi fondamentaux qui sont en route. Entre autres, c'est 216, la protection de la gestion de l'offre. C'est sorti du comité. Donc, ça doit revenir en chambre pour aller au Sénat ensuite. Il y a C208 sur la relève agricole, et pas juste la relève agricole, la relève de toutes les petites entreprises, qui est au Sénat présentement, et qu'on a perdu beaucoup de temps au Sénat. Ça, c'est une autre affaire qui peut être révoltante. Quand les députés élus, on a travaillé, on s'est entendu, le projet de loi s'en va au Sénat, puis là, il y a d'autres magouilles qui font qu'on perd du temps pour retarder un projet de loi en espérant qu'on tombe en élection avant qu'il sorte. Parce que si on tombe en élection, tous s'effacent, on repart à zéro. J'ai une petite nouvelle pour eux autres. Si on tombe en élection, on va recommencer les projets de loi fondamentaux. Voilà. Il y a un autre projet dont j'avais envie de vous parler, ça s'appelle « À deux pas d'ici ». À deux pas d'ici, c'est des cartes de recommandations pour découvrir les alentours de... Pour l'instant, c'est la MRC de Joliette. Donc là, qui sait si l'année prochaine, ça ne va pas se répandre à travers la Naudière. Donc, à deux pas d'ici, c'est parti d'une idée, entre autres, de notre directeur, Jean-François Bellil. Quand on reçoit des visiteurs ou des visiteuses au Musée d'art de Joliette, puis dans plein d'attraits, c'est toujours la même chose, surtout l'été, les gens nous disent « OK, je suis ici, là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où est-ce que je peux aller manger? Où est-ce que je peux aller me promener en plein air? » Donc, c'est toujours le même trio. Les gens veulent un peu une sortie culturelle, veulent aller dans la nature en plein air, puis
puis veulent aussi quelque chose à manger qui est le fun puis qui est local. Donc là, on a créé ces petites cartes-là. Donc, c'est les employés du musée qui... Fait que là, c'est Isabelle vous recommande le sentier champêtre, puis après ça, aller à l'arrière-boutique. Après ça, tu as Anne-Marie, ma collègue, qui recommande aller au parc régional des Chutes-Montapen. On a beaucoup de randonnées, c'est le fun. Puis il y a mon autre collègue qui, elle, tripe sur la ferme Régis. Donc, c'est vraiment cette idée-là de contaminer pour la région, en fait, de contaminer, je ne devrais pas dire ça en ce moment. Donc, c'est vraiment cette idée-là de donner le goût de découvrir plus, puis qu'on se parle tous ensemble. Les autres attraits qui participent, il y a Au Jardin des Noix, il y a la Maison et Jardin Antoine Lacombe, le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Nodière, puis il y en a plein d'autres. Il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet-là, qui, donc, vont remettre ces cartes-là. Donc, le mot d'ordre, dans le fond, c'est quand vous vous promenez cet été, pour l'instant, dans la MRC de Joliette, demandez des recommandations, puis demandez les petites cartes à 2 pas d'ici. Ça me fait plaisir de parler de ce sur quoi on travaille depuis vraiment longtemps avec l'équipe du Musée d'art de Joliette. Je m'appelle Julie Armstrong-Boileau, puis je travaille depuis 3 ans et demi au musée. Il y a une belle équipe au musée, puis on a vraiment préparé toutes sortes de choses tripantes pour l'été. Donc, bien sûr, il y a les nouvelles expositions qui ouvrent aujourd'hui, le 19 juin, et qui sont présentées jusqu'au 6 septembre. C'est un été où on présente une diversité d'artistes, de médiums aussi, de techniques. Donc, il y a de la photo, il y a de la sculpture, il y a de la peinture. Il y a beaucoup d'art abstrait, il y a beaucoup d'art contemporain. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis il y a bien sûr les expositions de notre collection, donc avec les Bordua, les Riopelle de ce monde. Donc, il y a de tout. Et ce dont j'avais envie de vous parler, surtout aujourd'hui, c'est les événements qu'on a voulu mettre sur pied parce qu'on sait que là, on est en train de se déconfiner au Québec et on a envie de, tout en respectant les mesures de sécurité, de se retrouver puis de célébrer la vie. Et pour nous, au musée, bien, la vie et l'art, ça va super bien ensemble. Donc, je vous parlerai d'abord des jeudis 5 à 7. Les jeudis 5 à 7, ça existe au musée depuis 3 ans. Puis à chaque année, on a des petites nouveautés. Ça se passe ici sur la terrasse. On a même du nouveau mobilier. Donc les jeudis 5 à 7 sont présentés par toutes sortes de partenaires, mais il y a entre autres 2 nouveaux partenaires cette année, c'est Ratel et Trévi, qui nous a offert ce mobilier-là. Donc on va être super bien. Il y a des bières de l'alchimiste, il y a de tout. Et un deuxième événement qui est nouveau. Donc on se lance dans quelque chose d'un peu fou avec le Centre culturel des Jardins qui est en face de moi présentement, qui est fermé pour quelques mois pour rénovation majeure. On s'est associé, le musée et le centre culturel, pour offrir Patio 145. Donc, Patio 145, ça aussi, ça va se passer au musée. Ça va être les samedis après-midi avec toute la scène électro. Donc, la scène de musique électro du Québec va débarquer chaque samedi du 26 juin jusqu'au 8 août. Et à chaque samedi après-midi, il va y avoir des artistes différents. Hologramme, Millimétrique, Poirier, Annie Sama, Catherine Pogonat aussi va être là souvent. Donc, vraiment une super belle feuille, une super belle... Il y a même Anna Knidd aussi qui va être là. Donc, un beau listing de DJ qui vont venir faire des sets créatifs. Il va y avoir aussi de la déco assez particulière. Donc, ça, c'est pour la vie sur la terrasse et à l'intérieur quand il ne fait pas beau. Puis, on a aussi lancé des jeux. On s'est dit comment continuer à faire des activités culturelles, mais en faisant ça plus autonome. Donc, on est un été où on se déconfine tranquillement. Fait qu'on a créé des jeux où les gens peuvent être autonomes. Puis, il y a... ça ici, c'est l'art de raconter. Et on peut raconter une histoire. Donc, on explique comment ça fonctionne. On peut jouer ici sur place en l'empruntant ou on peut les acheter si on a trop adoré ça. Et on découvre l'art. On raconte des histoires à travers l'art. Donc, c'est vraiment pour les jeunes, pour les adultes, pour les familles qui veulent jouer ensemble. Pour les gens qui aiment les choses un peu plus mystérieuses et bizarres et tripantes en même temps. Donc, ouvrir nos horizons, encore une fois, avec l'art. C'est un jeu qui s'appelle « Voir au-delà ». Et ça aussi, c'est un jeu qu'on a lancé. C'est nouveau que le Musée d'art de Joliette fasse des jeux de société. Donc, on est dans une salle d'exposition et on peut se poser des questions. Donc, mettons que j'en prends une au hasard. Attendez, ici, il y a celle-là que je trouve le fun. Si tu pouvais résumer ta vie par une œuvre d'art dans cette salle d'exposition, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Bon, celle-là quand même deep là, et sérieuse, mais il y en a d'autres complètement folles. S'il y avait une attaque de zombies dans le musée, quelles 3 œuvres tu choisirais avant de te sauver pour justement sauver ces œuvres-là? Donc, c'est une façon de voir l'art autrement puis de s'amuser en même temps.
Et je terminerai donc en parlant d'un parcours sculptural. On inaugure aujourd'hui un parcours sculptural Jean Briand. C'est un artiste qui fait de la sculpture d'art public. C'est d'énormes sculptures à hauteur d'homme et dans lesquelles on peut entrer, on peut marcher, les enfants peuvent se coucher dedans, les adultes aussi, à travers la ville de Joliette. Donc, c'est un partenariat avec la ville de Joliette. Ces sculptures-là, pour l'instant, il y en a 7 à travers la ville, une devant le musée, 3 au parc Renault qui est juste en face, puis là, 3 autres dans le parc Louis Querbe, pas trop loin d'ici. Donc, ça borde la rivière. C'est des sculptures pour voir, encore une fois, voir le monde autour de soi autrement. Puis, ça va être là pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est un renouveau. Donc, on espère que l'été 2021 va être beau, va nous faire du bien et va nous ouvrir vers des perspectives un peu plus joyeuses, là. Donc, on a vraiment hâte de vous retrouver au Musée d'art de Joliette. Puis, quand vous venez au musée, partagez vos commentaires, dites-nous ce que vous aimez, dites-nous si vous avez des questions. On a envie de connaître les gens. Puis il y a aussi le projet Musée en quarantaine qui se poursuit. Donc, tout le monde peut participer en envoyant des créations sur les thèmes mensuels et c'est exposé en ligne chaque mois. Merci. Donc, je reviens sur la situation sanitaire. Ça va bien. On a aujourd'hui moins de 100 cas. Le nombre d'hospitalisations continue de descendre et la vaccination va bien. Vous rappellerez, on s'était donné des codes de couleur et puis on avait comme objectif, avant de passer au vert, d'atteindre 75% de vaccination pour les 12 ans et plus. On est rendu à 80%. Donc, on est exactement là où on voulait être et donc ça nous permet d'aller de l'avant. D'abord, il y a des mesures qui vont commencer à s'appliquer comme prévu dès vendredi, donc ce vendredi qui vient, le 25 juin. Essentiellement 2 mesures. Les personnes qui sont dans des rassemblements privés, ça inclut les maisons, s'ils ont eu leurs 2 doses, auront plus besoin de mettre de masque. Puis, deuxièmement, les festivals vont pouvoir accueillir à l'extérieur, bien sûr, là, 3500 personnes sans qu'ils soient obligés d'être assises, là. Donc, c'est quand même un avancé important, là. Donc, comme prévu, ça va se passer le 25 juin. Comme prévu aussi, lundi prochain, le 28 mai, bien, je suis très fier, très content de vous annoncer que tout le Québec va passer au vert. Je dirais même un vert bonifié, avec plus d'assouplissement, avec l'accord du Dr Arruda et de la santé publique. D'abord, dans les maisons, les rassemblements privés, comme prévu au vert, 10 personnes maximum, mais dans les cours arrière des maisons, 20 personnes maximum. Puis dans les restaurants et les bars, à partir de lundi prochain, il pourrait y avoir 10 personnes par table à l'intérieur, mais 20 personnes par table sur les terrasses à l'extérieur des bars et des restaurants. Donc, très content d'annoncer que tout le Québec enfin est en vert, puis on peut passer des petits parties aux moyens parties. Pas encore les gros, mais les moyens parties. L'autre chose aussi importante, je pense entre autres à nos jeunes, mais aussi nos moins jeunes, à partir de lundi prochain, pour les sports extérieurs, donc que ce soit le soccer, que ce soit le baseball, la limite à l'extérieur, ça va être 50 joueurs, puis en plus de 50 spectateurs. Pour les sports à l'intérieur, la limite va être de 25 joueurs et 25 spectateurs. Pour les mariages et les funérailles, bon, puis ceux qui veulent aller aussi dans les lieux de culte, je sais que c'est important pour beaucoup de Québécois, maximum va être porté à 250. Par contre, les réceptions, par exemple, après les mariages, c'est les mêmes limites, là, c'est-à-dire 25 à l'intérieur, puis 50 à l'extérieur, parce que on le sait, puis on l'avait vu entre autres dans la première vague, c'est très propice là, à des super éclosions quand on a des parties comme des mariages. Donc, on a atteint notre objectif de 75%. 75%, on est même à 80% pour la première dose, mais il y a des efforts à faire dans certains groupes.
surtout chez les moins de 40 ans. Je vous donne des chiffres. De 30 à 39 ans, on est à 70 %, donc c'est moins que le 80 %. Chez les 18 à 29 ans, on est à 65 %. La bonne nouvelle, c'est que chez les 12 à 17 ans, bon, c'est vrai qu'on l'a fait via les écoles, c'était peut-être plus facile, mais on est à 73 %. Donc, cette année, 10 grands concerts à l'amphithéâtre, 4 qui seront web diffusés quelques jours après la tenue des concerts, 4 grands films à l'amphithéâtre en projection gratuite, 5 récitals en église, une quinzaine de concerts gratuits dans la région de la Naudière, une place de choix aux grands artistes canadiens dont Renaud va vous parler dans quelques secondes. Et finalement, la question que tout le monde se posait, combien de personnes vont pouvoir entrer à l'amphithéâtre? Bien, on parle d'environ 1250 personnes à l'amphithéâtre, un petit peu moins de 500 sous le toit. Habituellement, on peut en accueillir 2000. Donc, on est plus limité à ce niveau-là, donc il va falloir réserver vos billets très rapidement. Mais on a quand même la possibilité d'accueillir 1250 personnes, ce qui n'a pas été fait pour un concert classique au Québec depuis le début de la pandémie. Donc, on est très, très, très heureux de pouvoir rassembler tous ces gens-là. Encore une fois, cette année, il va y avoir des formules d'abonnement, comme à l'habitude, qui ont été légèrement révisées parce que le nombre de concerts n'est pas le même. Donc, au terme de la conférence de presse, autour de midi, toute la programmation, toute la billetterie va être disponible en ligne sur notre site, lanaudière.org. Et un dernier point avant d'entrer dans la programmation. Donc, il y a naturellement des mesures sanitaires qui vont être en place cet été pour que le festival soit le plus sécuritaire possible et le plus que tout le monde se sente très confortable et à l'aise d'être au festival. Donc, naturellement, une distanciation physique, 1,5 mètres entre chaque bulle familiale, tant sous le toit que sous la pelouse. La pelouse a été divisée en plusieurs zones. Donc, vous achetez un billet pour la pelouse, vous achetez un billet pour une place spécifique. Il va falloir porter le masque de procédure en déplacement, mais une fois assis, vous pouvez l'enlever. Les options alimentaires vont être présentes sur le site, quoique un peu limitées, justement pour éviter les attroupements à certains endroits sur le site. Et finalement, Renaud a concocté des concerts sans entracte et sans papier. Donc, il n'y aura pas de programme de soirée, mais toute l'information va être mise en ligne sur notre site web au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Vous l'imaginez bien, on est très heureux de pouvoir annoncer un festival. On aura un festival quand même de grande dimension. 10 concerts à l'amphithéâtre, 5 concerts dans certaines églises là, de la région de la Naudière, comme c'est la tradition au festival. Il y aura aussi une série, ça c'est nouveau, une série de prestations musicales gratuites à l'extérieur qu'on appelle les promenades musicales un peu partout dans Joliette ou dans le Grand Joliette, en fait, là, dans des parcs ou à d'autres endroits. C'est sûr que la situation générale, comme vous l'imaginez, fait en sorte que notre travail de programmation est un peu compliqué parce que normalement au festival, on reçoit beaucoup d'invités de l'étranger, des artistes qui viennent chez nous pendant l'été. En ce moment, c'est très compliqué, voire impossible. Mais on est très heureux parce qu'on peut compter vraiment là, sur la crème de la crème de la crème des musiciens canadiens, québécois et canadiens. Je pense là, rapidement à l'Orchestre symphonique de Montréal, évidemment, qui est un partenaire de très longue date du festival. L'Orchestre métropolitain qui sera là aussi avec Yannick Nézet-Séguin. Les Violons du Roi de Québec qui seront là pour 2 concerts. C'est l'occasion aussi d'offrir à un certain nombre de musiciens canadiens la possibilité, ou en fait leur premier concert chez nous au festival. Donc c'est le cas d'au moins 3 ou 4 solistes, instrumentistes, violoncellistes, violonistes, clavecinistes qui se sont jamais produits au festival. Donc il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles musiques, de musique que les gens aiment, que les gens connaissent. Puis c'est vraiment l'occasion, là, j'espère, en tout cas, de sortir un peu là, de chez soi, finalement, puis de se dire, bon, on y va, on en profite. C'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur, puis on
on vit vraiment là, dans le moment présent. Exact, ça va faire du bien après la période qu'on a eue de juste pouvoir justement écouter de la musique et profiter d'être enfin dans un événement présentiel. Puis d'être à l'extérieur, il ne faut pas oublier, l'amphithéâtre, c'est à l'extérieur. Hein, je veux dire, il y a tout un protocole sanitaire, évidemment, qui est en place. Là, les gens n'ont vraiment pas à s'inquiéter par rapport à ça. Des précautions très sérieuses qui sont prises à toutes les étapes, à tous les niveaux. Mais encore une fois, je pense que le fait d'être à l'extérieur, on va souhaiter qu'il fasse beau, évidemment, mais ça devrait vraiment rassurer tout le monde. Effectivement. Puis, quels ont été justement les défis d'une telle programmation? Vous en avez parlé un peu avec les artistes à l'étranger, que c'est plus difficile, voire impossible, mais... J'ai tenté, évidemment, vous savez, un festival, ça a ça de particulier, je trouve que toujours, c'est comme une espèce de combinaison, de constellation de gens qui se retrouvent à Joliette pendant, disons, 3, 4, 5 semaines. Puis, il y a des possibilités qui se présentent à nous dont on sait qu'elles ne se présenteront pas nécessairement automatiquement l'année d'après ou 2 ans plus tard. Ou enfin. Donc, quand on a une situation comme celle qu'on traverse en ce moment, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai essayé le plus longtemps possible de tenir tout le monde ensemble en disant, écoutez, il faut attendre. Peut-être que les choses vont quand même s'améliorer, peut-être que les modalités d'entrée au Canada vont s'assouplir à temps, puis ça va quand même nous permettre là, de recevoir certains invités de prestige. Bon, c'est sûr que c'est pas le cas. Donc, dans les dernières semaines, on a reporté, disons, l'annulation, il ne faut pas l'oublier, là, en 2020, on avait dû annuler la saison complètement. On avait réussi je dirais, même à ma propre surprise, à en reporter à peu près 80% en 2021. Mais bon, plus les semaines passaient là, au cours du printemps, surtout, on a commencé à se dire, ouais, bon, c'est pas si prometteur que ça. Mais voilà, j'ai attendu vraiment jusqu'au dernier moment. Puis là, dans les dernières semaines, on s'est dit, bon, OK, pas grave, la situation est telle qu'elle est, personne ne peut rien. On reporte autant que possible encore vers le futur. Puis on en profite pour faire travailler le plus de musiciens de chez nous possible. Il ne faut pas oublier là, que la situation qu'on traverse, ça a frappé le secteur des arts vivants vraiment de plein fouet. Il y a beaucoup de musiciens qui travaillent très peu en ce moment. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas du tout encore, là, mais même ceux qui travaillent quand même très peu comparé en temps normal. Donc, on s'est vraiment attaché à réunir ceux qui étaient disponibles, ceux qui allaient être au pays aussi, hein, parce que c'est ça, même pour les Canadiens, c'est compliqué d'entrer au pays, il faut faire des quarantaines, il y a toujours une quarantaine de 2 semaines. André Hamelin, le pianiste québécois qui va être avec nous, mais qui vit aux États-Unis, lui va faire notamment une quarantaine de 2 semaines pour jouer ses concerts Beethoven avec Yannick et l'Orchestre métropolitain. Bon, c'est un processus complexe, mais encore une fois, en bout de ligne, on est très heureux, on a une très belle saison, puis encore une fois, juste la possibilité de faire débuter chez nous des artistes importants canadiens qui ne se sont jamais produits au festival. C'est une grande chance, c'est un grand privilège, puis je pense encore une fois qu'il faut... À chaque année, c'est sûr qu'on demandait toujours aux citoyens de décorer aux couleurs du Québec. Les couleurs nationales du Québec, c'est le bleu, le blanc et le jaune. Et puis, mais cette année, on a décidé d'y aller avec un concours, surtout qu'on n'a pas le droit à des rassemblements. Et puis, nous, quand on a commencé à organiser la Saint-Jean-Baptiste, on avait droit à aucun rassemblement dans les lieux publics. Et puis, bon, là, il y a eu une petite ouverture, mais on a quand même décidé de continuer les activités qu'on avait déjà planifiées. Et puis, là, cette année, on y va avec un concours de décoration. On invite les gens à décorer leur propriété avec les couleurs du Québec pour montrer notre fierté d'être québécoises et québécois. Et puis, mettre un peu un baume à cette année, disons, extraordinaire, mais pas dans le sens que souvent on utilise le terme
Exact. Sinon, si on parle justement des festivités entourant la fête nationale, donc du 24 juin. Oui. Oui, c'est ça. Cette année, on fête le 24 juin. On commence les festivités avec un rallye en vélo pour créer, dans le fond, des bulles familiales. Les gens vont pouvoir se promener dans les rues de la municipalité. Le rallye va avoir lieu dans les rues au cœur du village. Okay. Et puis, les inscriptions sont à partir de 9h au parc Albert-Saint-Martin, donc le terrain de balle. Et puis, c'est jusqu'à midi, je crois, là, de mémoire. Et puis, c'est une activité familiale. C'est la première année qu'on organise ça. J'espère que les gens vont répondre, qu'ils vont venir s'amuser à répondre aux questions. Le rallye a été exécuté par Isabelle Latour et Justin Papard. Okay. J'espère que les gens vont venir vont répondre. Ils vont venir en grand nombre participer à ce rallye-là, qui est une première. Puis, c'est sûr que si on a une réponse très positive des citoyens, mais c'est sûrement une activité qui va peut-être revenir année après année. Ensuite, on a les activités protocolaires. Cette année, mais c'est ça, là, on n'a pas. Habituellement, on fait 100 soirées avec juste avant le spectacle musical. Okay. Et là, étant donné qu'on n'a pas de rassemblement, ça va avoir lieu. On a fait une demande à vous, CTRB, de venir télédiffuser nos activités protocolaires qui auront lieu au parc Serge-Héroux à 15h. Là, c'est sûr qu'il y a eu un petit déconfinement. Si les gens passent et qu'ils viennent, ils peuvent assister en gardant la distanciation sociale, bien entendu. Ouais. Et puis, dans les activités protocolaires, il va y avoir le mot de bienvenue du comité d'organisation des loisirs de Saint-Ignace, le mot du maire, l'hommage au drapeau, okay. Et puis le discours patriotique. Et on va planter un bouleau jaune, parce que le bouleau jaune, c'est l'emblème arboricole du Québec. Okay. Alors, on va planter un beau bouleau jaune au parc Serge-Héroux. Ensuite, on continue avec notre traditionnel souper à la jubilate. Et cette année, étant donné les restrictions sanitaires, on ne pourra pas la manger sur place. Alors, on invite les gens à se déplacer au parc Albert-Saint-Martin. Okay. Comme à l'habitude, on demande aux gens aussi d'avoir une conscience écologique, alors d'apporter leur plat ou leur chaudron. Et puis, on va servir la jubilate à partir de 16h30. Okay. Et jusqu'à temps qu'on n'ait plus. En espérant aussi que les gens viennent nous encourager. C'est un moyen aussi de financer nos activités durant l'année, okay. Et, surtout la Saint-Jean-Baptiste, parce que disons que c'est une fête qui est quand même dispendieuse. On a notre spectacle musical qui va commencer vers 19h. Et, cette année, là, on est allé avec Fantaisie. Ça va être un spectacle musical qui va être mobile, c'est-à-dire qu'il va être une remorque. Le groupe de musique va être une remorque, c'est le groupe de Les Dépareillés, dont le chanteur du groupe, Pierre Drainville de Nélipo. Et puis eux, ils vont être une remorque traînée par une camionnette. On va faire le tour des rues de Saint-Ignace. Okay. On invite les gens à se rendre à l'extérieur, sur leur propriété. Et aussitôt qu'ils vont commencer à entendre de la musique, ça veut dire que le petit défilé s'en vient vers leur maison. Et puis de venir écouter la musique, d'encourager notre groupe de musique. Et puis il va faire le tour complet de l'île. Okay. Et puis ça devrait être 2h, 2h30, 21h30. Et puis on va avoir des feux d'artifice. Mais les feux d'artifice, on les annonce, mais l'heure et le lieu sont tenus secrets. Parfait. Parce que c'est une recommandation du gouvernement et de la santé publique. Okay. Et on peut dire qu'il va y avoir des feux d'artifice. Les gens peuvent, quand il va commencer à faire nuit, disons, quand il va y avoir
Et puis de sortir dehors, puis ils vont voir dans le ciel des beaux feux d'artifice. Parfait. Et puis ça va compléter notre programmation pour cette journée de tous les Québécoises et tous les Québécois. Là, cette année, bon, les sports d'équipe ont été... le gouvernement a permis aux sports d'équipe d'avoir lieu. Comme chaque année, nous, il y a 3 lignes de balles. Okay. Il y a la balle molle, une ligne masculine qui joue le lundi soir. Il y a 2 parties, 19h30, 21h. Okay. Et puis le jeudi, aux mêmes heures, 19h30, 21h. Il y a une ligne féminine de balle donnée. Leurs joutes sont le mardi soir. Je pense qu'ils ont 3 équipes cette année. Okay. L'année passée, il y avait 3 équipes. Je ne sais pas cette année, mais je sais que la ligne féminine va jouer cette année. Okay. Et puis, il y a aussi une équipe de baseball qui joue c'est du senior A, de la catégorie. C'est une ligne de Lanaudière, le nord de Lanaudière, Montréal, okay. avec Repentigny, Mascouche, me semble, quelques villes comme ça. Puis Saint-Ignace a une équipe dans cette ligne-là. Et puis, c'est pour le volet de la balle molle, terrain de balle. Après ça, la patinoire, habituellement, les femmes jouaient au hockey-ball le lundi soir. Okay. Là, je n'ai pas eu de nouvelles pour savoir si ça va avoir lieu cette année, mais ça faisait au moins plus que 10 ans qu'il y avait une ligne féminine de hockey-ball le lundi soir. Okay. Et le mardi soir, il y a une ligne de volleyball. Je pense présentement, il y a 9 équipes qui jouent au volleyball le mardi soir. Et puis, c'est que l'année passée, étant donné qu'il y avait plus d'équipes, les joutes allaient encore plus tard. Okay. Là, ben, le problème, c'était l'obscurité. Oui, c'est ça. L'année passée, à la fin d'été, la municipalité a installé des spots. Okay. Donc là, on a de l'éclairage pour quand il commence après nuit. On a un éclairage. Les gens du volleyball ont beaucoup apprécié. Et puis, je pense que la ligue a grossi. Il y a 9 équipes. Il y a 2 terrains. Okay. Disons que les infrastructures sportives sont très bien utilisées. Il y a bien sûr les jeux d'eau, les jeux d'enfants, il y a le terrain de tennis aussi qui sont utilisés. Alors, là, on est choyé. Exactement. Et puis, là, ce soit à cause de la pandémie, il y a beaucoup d'activités qui ont été mises de côté. Mm-hmm. On essaie d'avoir des activités où la distanciation sociale est possible. Et puis, on devrait avoir un tournoi de poche le samedi 4 septembre. OK. Si ma mémoire est bonne, me semble que c'est le 4. Oui. Et puis, là, il va y avoir des détails à venir. Ça, c'est un tournoi de poche qu'on organisait habituellement à la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Mais comme on n'a pas le droit encore de rassemblement, alors on a décidé de le reporter parce que c'était une activité qui était assez appréciée. On avait beaucoup de concurrents, de concurrentes pour cette journée-là. Okay. Alors, on s'est dit pourquoi pas le reporter. Puis il y a des citoyens aussi qui nous ont fait part. Ce serait plaisant d'avoir un tournoi de poche. On sait que c'est pas possible à Saint-Jean-Baptiste. Serait-il possible qu'il soit organisé ultérieurement? Alors, on a décidé de le faire la fin de semaine de la fête du travail. Et puis, comme c'est une longue fin de semaine, ben, si, disons, il pleut le samedi, ben, on peut le reporter le dimanche. Actuellement, on clore la saison estivale, entre guillemets, avec notre maison hantée et des feux d'artifice à l'Halloween. Donc, justement, il y a ton deuxième roman, Fausse route, que j'ai ici, qui est sorti, il vient tout juste de sortir en librairie, je pense que c'était le 16 juin. Qu'est-ce que ce roman-là raconte? Alors, en fait, dans la route vers Nowhere, on découvre Sarah et Sébastien qui partent en road trip. Puis, on découvre aussi Marjorie et Jean-Philippe qui sont leurs colocs respectifs à Sarah et Sébastien. Et Fausse route, en fait, ça parle de Marjorie. C'est vraiment l'histoire de la meilleure amie de Sarah. Dans Route vers Nowhere, on découvrait le parcours amoureux de Sarah avec des retours dans le passé. Okay. Puis dans Fausse route, c'est le parcours amoureux de Marjorie qu'on découvre. Donc, l'histoire débute quand Sarah et Sébastien partent en road trip. Marjorie est à Montréal. Elle se demande un peu
ça va être quoi un peu les prochaines semaines, tout ça. Puis elle se met à passer beaucoup de temps avec Jean-Philippe, justement le coloc de Sébastien. Donc l'histoire débute là. Marjorie se remémore un peu, se dit, mon Dieu, Sarah et Sébastien vont revenir, puis ils vont être en couple. Moi, je suis toute seule. Qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce qui va se passer un peu de ce côté-là dans ma vie? Donc, c'est un peu la quête de Marjorie qui se remémore ses amours, qui cherche un peu l'amour et qui se cherche un peu au travers de tout ça parce que l'école est sur le point de finir, la vie professionnelle s'apprête à débuter. Donc, elle cherche un peu à savoir aussi elle est qui, qu'est-ce qu'elle veut et où ça s'en va un peu tout ça, sa vie. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour l'astrologie que je fais à chaque semaine le lundi. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite enchaîner avec le premier signe du zodiaque, le signe du Bélier. Alors pour le Bélier, vous suivez le tempo cette semaine comme il est agréable de voir vos idées prendre forme. Donc dans vos projets, ne précipitez rien, appréciez et appliquez-les à leur juste mesure. Le présent est épatant pour vous et l'avenir s'annonce encore plus prometteur. S'aimer à la bonne cadence et sur la même fréquence renforce la confiance dans votre couple. Gardez le rythme et le petit plus de cette semaine, côté cœur, laissez-vous faire. Plus vous lâcherez les rênes, plus la relation avancera dans la bonne direction. Pour le signe du Taureau, vous avez le cœur en fête. Comment ne pas parler d'amour avec Vénus et Jupiter qui vous entourent? Vénus est en Cancer et soude les liens familiaux. On fête les retrouvailles, on célèbre un bel événement. Et Jupiter est en Poisson et ça l'abrite votre union dans un cocon. Mais si vous êtes célibataire, c'est associé au charme. Une pincée d'humour invite à l'amour. Le plus de cette semaine, vous incarnez la vitalité, vos proches s'y ressourcent pour doper leur morale et booster leurs projets. Pour le signe du Gémeaux, à mettre de côté tout ce qui ne sert à rien et qui vous embrouille l'existence. Donc, c'est l'été, c'est une bonne raison de vous désencombrer l'esprit pour renouer à votre légendaire légèreté. En revenant dans la course mercredi, Mercure ranime les désirs jusqu'ici enfouis et vous allez devoir les concrétiser. Le plus de cette semaine, un appel peut tout changer en bien et en un tour de main. Les portes s'ouvrent et la situation se débloque pour vous. Pour le signe du Cancer, vous êtes l'étoile montante cette semaine, celle dont on parle qui irradie de talent et de beauté. Profitez de votre notoriété grandissante pour exprimer vos attentes et faire part de vos idées. Vous êtes comblé socialement et vous l'êtes un peu moins côté cœur. Vous êtes difficile à cerner et à rattraper. Mais le plus de cette semaine, moins vous cherchez à la comprendre, plus vous obtiendrez des réponses et saurez comment vous y prendre, autant au niveau professionnel qu'en amour. Pour le signe du Lion, c'est un bond en avant pour vous cette semaine. Tant mieux de ne pas avoir froid aux yeux, vos démarches vous permettent de vivre des expériences incroyables. En amour surtout, les sentiments sont exaltés, les échanges sont passionnants et ça virevolte de partout. Côté professionnel, un projet à la fois dingue et ambitieux vous tend les bras et donc vous devez vous y jeter. Le plus de cette semaine, le côté instantané des situations vous permet d'agir avec rapidité en obtenant des facilités. Pour le signe du Vierge, vous êtes en plein brouillard cette semaine. Une situation irrationnelle vous plonge dans l'embarras. Difficile de comprendre ce qui se passe, impossible d'agir si ce n'est de faire le dos rond en attendant d'y voir plus clair. La faute est à Mercure en Gémeaux qui jette la confusion dans vos relations. Vous ne savez plus à quel saint vous vouer. Donc, le plus de cette semaine, malgré tout, vous resserrez le cercle d'amis que vous avez. Et ces amis-là sont fidèles et vous y trouverez conseils et réconfort. Pour le signe du Balance, la grande inconnue, Mercure, vous entraîne dans une voie inattendue par la voix d'une personne de confiance. L'offre ou le projet que l'on vous soumet pique votre curiosité. Le reste à creuser, bien sûr, mais l'aventure est tentante. Vous soutenez la cadence avec ardeur et endurance au travail. Le plus de cette semaine, quant à l'amour, il prend un virage tout nouveau, tout beau, avec plein de promesses à réaliser à deux. Pour le signe du Scorpion, au milieu, pas simple de jongler avec les éléments du passé et les projets d'avenir. Ils sont complexes mais intéressants pour saisir les opportunités qui se présentent. Vous tirez avantage d'une activité qui requiert de l'expérience et du savoir-faire. On compte sur vous pour la dépoussiérer et lui donner de l'ampleur. Le plus de cette semaine,
Donc, vous pourriez avoir des surprises grâce à Vénus en Cancer sous la forme d'un flirt, d'une bonne surprise ou d'une visite inespérée. Pour le signe du Sagittaire, tout vient à point cette semaine. Si les projets tardent à prendre forme et les réponses à arriver, rien n'est figé pour autant. En Gémeaux, Mercure prolonge les discussions, allonge les délais, une manœuvre contraignante mais qui a la vertu de clarifier la situation à l'arrivée pourrait tomber dans votre vie. Mais avec un peu de patience, vous serez bientôt fixé. Donc, le plus de cette semaine, à l'inverse, les battements de cœur s'accélèrent, le plaisir est grand et l'émotion est forte. Pour le signe du Capricorne, vous avez de l'inédit cette semaine, l'œil est neuf, tout comme les activités sont renouvelées. Les idées rafraîchies, les énergies rajeunies. L'effet de l'été, pas seulement. Aussi les bienfaits de Jupiter qui vous redonnent confiance en vos chances de réussite. S'il faut repartir, vous le faites avec grand plaisir, avec un grand sourire. Le plus de cette semaine, c'est une semaine haute en couleurs côté professionnel avec des renversements de situations qui sont en votre faveur. Pour le signe du Verseau, qui mieux que le Verseau visionnaire pour incarner l'avenir? Vous voyez loin et bien. Votre entourage s'inspire de vos lumières pour avancer en confiance. Votre profil plaît. Ne soyez pas étonné d'être amené à répondre à des appels du pied inédits, attrayants et enrichissants. Le plus de cette semaine, si vos talents ne dépassent pas encore les frontières, ils s'étendent à d'autres secteurs d'activité. Pour le dernier signe, le signe du Poisson, vous devez trouver le bon mix cette semaine. Si les échanges sont souples, les décisions doivent être fermes, motivées par l'envie de triompher. Sur le terrain, affichez votre détermination à réaliser vos ambitions. Pourquoi pas en employant d'autres méthodes que celles que vous utilisez habituellement. Niveau travail, vous produisez vos meilleurs effets cette semaine niveau financier. Et le plus de cette semaine, si vous êtes célibataire, donc on se voit, on se plaît, on s'attire, il va y avoir une affaire qui pourrait suivre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, un projet est bouclé et l'affaire est conclue. Alors, bonne semaine tout le monde, c'était l'astrologie pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!